J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4, du matériel de chasse sous-marine ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code FF7, Apnea vous offre 7% de réduction. Vous avez de la chance d'écouter la FF. Donc utilisez le code FF7 pour votre prochaine commande chez Apnea. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDACA. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Manon. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family. Dans ce 52e épisode, nous allons à la rencontre de Stéphane Toureau, vice-champion du monde en 2016 en poids constant. Il réalise des entraînements à 120 mètres de profondeur en monopalme, il valide même 115 mètres en compétition, il réalise aussi des immersions à 130 mètres en poids variable en eau limite réalisées en Dominique. Bref, Stéphane, c'est un athlète qui plonge profond. Ça fait 17 ans qu'il est dans la compétition, 17 ans de progrès, 17 ans d'abnégation et de travail sur soi pour être toujours plus dans l'instant présent et pour tirer le meilleur de lui-même. C'est aussi 17 ans d'anecdotes. Stéphane, dans cet épisode, revient sur ses débuts, sur sa gestion du stress et de ses émotions. Nous parlons aussi des accidents de décompression et comment se recomprimer dans ce type d'accident. Nous revenons sur ses projets 2026 et ses ambitions, comme par exemple le projet d'un record du monde 6 masses en freshwater en poids variable. Nous parlons aussi, bien entendu, de ses entraînements et de la vie en général. Stéphane, c'est un ancien du circuit. Vous imaginez, vous, 17 ans de compétition ? Alors, je vous invite à l'écouter et j'espère que cela va vous faire voyager au cœur du Grand Bleu et des compétiteurs de haut niveau. Si tu aimes la Freediving Family, s'il te plaît, prends 30 secondes pour noter 5 étoiles le podcast. Laisse un commentaire positif ou négatif, peu importe, tant que cela peut m'aider à améliorer ce média 100% apnée. Vous pouvez aussi m'aider financièrement et devenir tipeur. Le lien est dans la description de cet épisode. Vous êtes plus de 1500 abonnés et seulement 13 personnes soutiennent financièrement le podcast. Franchement, on peut faire mieux. Donc je tiens le rythme d'un épisode par semaine depuis 1 an. Je pense que cela mérite bien 1 ou 2 euros par mois pour les abonnés les plus fidèles. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Jean-Marc Barre, le héros du Grand Bleu. Je cherche à rentrer en contact maintenant avec le fils de Jacques Mayol, Jean-Jacques Mayol. Si vous avez des connaissances en commun, si vous avez contact avec lui, s'il vous plaît, parlez-lui de la Freediving Family. Cela peut m'aider à le recevoir sur le podcast. Maintenant, laissons place à Stéphane. Stéphane Toureau, l'infatigable conquérant du Grand Bleu, c'est sur la FF et ça commence maintenant. Salut Stéphane. Salut. Bienvenue à la maison, à la Turtle House de Dahab. Merci, là ça fait longtemps que je suis pas revenu en plus, ça fait 8 ans. 8 ans déjà ? 8 ans, ouais, à Dahab. J'ai vu les gens vieillir, mais sûrement moi aussi. T'as vu les gens, mais pas que, je crois aussi, t'as vu les chiens vieillir. Ouais. Parce que ce matin, on s'est retrouvés à la piscine de Kat et Brian, la fameuse piscine de 30 mètres qu'on peut retrouver en photo dans les manuels AIDA.
Et c'est là où t'avais vu les chiots bébés. Ouais. Et puis là, maintenant, c'est des vieux. Et maintenant, c'est des vieux. Ouais. Le temps passe, les années passent. Stéphane, ce matin, je t'ai vu à l'entraînement. No warm-up. Le mec, il me claque un 210 comme ça. T'as l'air en forme. Ouais. Physiquement, là, c'est un peu intense parce que je pousse cette semaine pour après prendre un peu de repos avant d'attaquer les plongées profondes à Sharm el-Sheikh. Donc là, l'idée, c'était de vraiment profiter de Dahab entre le Blue Hole et puis la piscine. Et puis voilà, mais là, je suis content parce que les apnées sont là, la progression aussi, malgré une saison très difficile sur le plan perso. Ça avance bien, c'est cool. Une saison difficile sur plan perso, c'est-à-dire que t'es pas content de tes résultats ou c'est plus au niveau psychologique que ça a été dur? Plus ouais, et puis logistique parce que je revenais de l'étranger, il a fallu se réinstaller en France, ça a été difficile, j'étais à la moitié chez mes parents, chez les parents de ma chérie. C'était beaucoup de kilomètres, beaucoup de fatigue. J'ai pas pu plonger comme je voulais parce qu'on lançait une activité apnée profondeur avec une structure à Thonon qui finalement n'a pas abouti. À la base, je devais organiser un record du monde avec eux, puis ils ont pas du tout vraiment accroché au projet. Ils avaient des attentes financières beaucoup plus directes. Enfin, c'est dommage. Mais du coup, ça m'a quand même planté pas mal ma saison. Et finalement, je dis merci à tout ça parce que ça m'a ouvert d'autres perspectives, on va dire. Voilà. Donc, tu revenais de la Dominique, où tu as fait 1 an et demi, où tu t'entraînais à Deep Dominica. Ouais. Comment ça s'est passé? La Dominique, j'ai toujours kiffé, parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'allais à la Dominique. J'ai découvert la Dominique l'année après Maria, après la tempête. Et c'était pour moi vraiment l'île sur laquelle je me sens bien. C'est la communauté, les gens, la nature sauvage. C'est une île qui m'a énormément aidé aussi dans les moments où j'étais aussi un peu dans le dur. Et j'ai toujours excellé au niveau de mes performances à la Dominique. Puis voilà, les copains sur place, c'était une très très belle expérience. C'était de l'expérimentation parce que c'est la première fois que j'ai autant plongé profond en un an. J'avais fait plus de 102 plongées 102 plongées sur combien? sur un an. 102 plongées à plus de 100 mètres. Waouh, 102 plongées à plus de 100 mètres. Ouais. C'est ce qu'on appelle du volume. Et Ouais. est-ce que j'ai vu que dans les compétitions, ton PB en compétition que tu as fait pendant les championnats du monde CIMAS en 2023 à Honduras, c'était 115. Ouais. Est-ce que tu es retourné sur cette profondeur ou est-ce que tu as même allé plus loin avec un nouveau PB en training? Non, mais j'avais fait la compète la Deep Dominica. J'ai fait une Deep Dominica à 117. Ok. Donc j'ai sorti un 117 à la compète. À deux doigts de ne pas la faire parce que j'ai eu derrière la dingue. La dingue. Je me suis chopé la dingue. Franchement, ça s'est joué le soir même, j'étais fébrileux. Je me suis dit, c'est bizarre, je suis pas comme d'habitude déjà sur la plongée. Mais ouais, j'ai touché du doigt les 120 en compète. Bon, après, ça s'est fait beaucoup à l'entraînement. Je les ai beaucoup répétés. J'ai fait un Les 122. 117 120. 120. ok. 120 à l'entraînement, j'en ai Ouais. fait un paquet. Puis après, il y a un moment donné où il y a une phase de plateau, de stagnation, parce qu'en fait, je m'apercevais vraiment que j'ai surfé sur les bénéfices de l'entraînement de Tenerife de l'année d'avant, où j'avais poussé le physique, j'avais poussé la piscine, j'avais poussé le cardio. Et en fait, je pense qu'on peut surfer sur quelques mois, mais pas sur un an. C'est trop. Il y a un moment donné où ça progressait plus. Ouais. Ah, c'est magnifique. 102 plongées à plus de 100 mètres, un PB en training à 120 mètres, 117 mètres en compétition. Mais si on fait un voyage dans le temps, Stéphane, on retourne en 2008, la Coupe des Dauphins. 2007, non? C'est 2007? Moi j'ai eu 2008 dans C'est les vrai chiffres, ouais. Ok. 3 minutes 30 de statique et je vois un petit carton rouge là. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est les débuts en compétition, c'était un carnage. Je me rendais pas compte, et c'est le jour J quand je suis arrivé, j'étais tétanisé par le stress. Alors déjà, j'ai des gros troubles de la concentration, ce qui n'aide pas du tout pour le stress, parce que généralement, on fait que se projeter. J'avais sûrement un pouls à 120 avant de partir. Donc forcément, ça s'est mal passé. En plus, j'ai très peu d'expérience. À la base, on n'avait pas l'encadrement, les clubs, des instructeurs pour nous dire il faut y aller doucement. Ouais. T'étais tout seul là? Ouais, j'étais tout seul dans ma compète. Donc j'ai eu 2 cartons rouges, j'ai eu un carton blanc finalement parce que j'ai fait une dynamique très soft à la fin parce que j'avais peur. Mais ouais, non, c'était laborieux. Et puis les premières compétitions, ouais, c'était un peu la cata. Mais c'est justement ça qui m'a donné le goût de continuer en me disant c'est sûrement le chemin qu'il faut que je prenne pour évoluer sur moi-même, quoi. Et t'as bien continué parce que ça fait 17 ans. T'as Ouais. 38 ans aujourd'hui. 17 ans de compétition.
Est-ce que tu as le sentiment que depuis 2008, il y a eu un énorme chemin de parcouru sur ta gestion du stress et des émotions? Ah bah oui, complètement, complètement. Là, je sors un magnifique 115 Arvatan, j'étais super clean. Euh, Donc donc ça, c'était en ouais, 2023, ouais. en fait, je prends souvent l'exemple des championnats du monde parce que c'est l'exemple le plus exigeant qui soit. Tu as un seul essai et les championnats du monde, c'est un stress de ouf. Top de stress, ouais. Et d'ailleurs, c'est la conclusion que j'en ai eue avec mon ancien préparateur mental que j'ai eu au téléphone il y a peu de temps. Il m'a dit je te vois pas sur un focus sur les mondiaux, il faut que tu te focuses sur des compétitions long format. Parce que tu t'amuses plus, et c'est vrai, je m'amuse plus dans les longs formats pour continuer à progresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Et puis là, les championnats du monde doivent être juste un passage. Voilà, si tu es en forme, un peu comme le cyclisme. Hein. Ouais. Ils ont des objectifs sur le Tour de France, sur le Giro, mais rarement sur les championnats du monde, ou un peu plus rarement. Et je pense que le fait de le voir comme ça enlève du stress, ça enlève de la pression. C'est juste une continuité. C'est une étape. Voilà, parce que si on met tout son objectif sur les mondiaux, c'est engagé. Ouais. C'est engagé parce qu'il faut avoir une très très bonne gestion de ce côté-là. Ouais. Alors du coup, la prochaine saison, 2026 arrive. Comment tu vois les choses pour que ça soit étape par étape? Alors là, l'idée, c'est que maintenant que je suis posé en France, j'ai ma base, j'avais besoin de cet ancrage-là. Ça va me laisser du temps maintenant pour voyager. J'ai mon chez moi, j'ai mon ancrage pour me ressourcer. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des compétitions un peu plus longues, de voyager un peu plus, parce que ça me manque. Là, tu fais 3 mois à Sharm el-Sheikh. Voilà, 2 mois, c'est déjà bien. Et puis après, sur peut-être les Philippines, peut-être le Vertical Blue, ça on verra comment ça s'organise et comment ça se fait. On n'a malheureusement pas de calendrier trop en avance encore. Et ça, c'est des choses qui me tentent bien. Ouais. Et puis j'oublie pas le record en lac que j'avais annoncé initialement en automne. En Seamas Freshwater alors. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, l'idée, c'est d'avoir un bateau, d'avoir un système de sécurité et d'être autonome surtout. Au lac d'Annecy. Lac Clément. Parce que le lac d'Annecy fait 80 mètres, le lac Léman en fait 309. Donc on a un peu plus de facilité au Léman, mais ça viendra avec le temps. Et s'il y a des sponsors qui sont bien chauds, on investit dans l'équipement et puis à ce moment-là, on relance l'histoire. On te le souhaite. Et en parlant de sponsors, je voyais tout à l'heure à la piscine, tu as une très belle montre, une ZRC. Au-delà d'une belle montre, c'est surtout une belle histoire d'amour avec un sponsor. Ça fait 10 ans qu'il t'accompagne. On fête nos 10 ans, ouais. Qu'est-ce qui fait que pendant 10 ans, une entreprise dit « Putain, Stéphane, on va pas le lâcher. » Et on le soutient, et on le soutient, et on le soutient. Déjà, il y a une identité locale. ZRC, il faut savoir que c'est une montre qui est historique depuis longtemps, par la Marine nationale. Il y avait aussi un lien avec le commandant Cousteau. Il y avait beaucoup de choses dans son histoire. Et elle s'était arrêtée. Et elle s'est rééditée, relancée en 2015. Année où je cherchais à fond des sponsors pour pouvoir vivre de ma passion. Et là, j'apprends qu'il y a une montre qui est locale d'Annecy, avec une identité genevoise, du territoire sur le lac. Elle a été créée sur le lac d'Annecy. Donc du coup, l'idée, c'est tout de suite aller les voir. Je me suis dit, mais ça peut pas fonctionner sans qu'on puisse se rencontrer. Donc je suis allé le voir et puis ça a matché. Très bon feeling. Et puis la première année, il n'y avait rien. Deuxième année, un petit peu plus. Et puis ainsi de suite. Et ça s'est construit avec la confiance. Et voilà, et on va dire que la ZRC m'a suivi dans toute ma progression, principalement dans ma carrière. Ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des athlètes qui sont des pros dans le milieu de l'apnée, parce qu'au final, il n'y en a pas beaucoup qui sont pros, qui gagnent leur vie grâce à ça. Plus qu'avant. Plus qu'avant. On en a beaucoup parlé avec Guillaume Bourdila, qui expliquait que parfois, c'était quand même assez précaire, assez dur. Aujourd'hui, tu as d'autres partenaires que les ZRC ? Oui, bien sûr. J'ai donc les 13 hommes qui me suivent depuis 2018. Donc, c'est un hôtel 4 étoiles qui est sur le bord du lac d'Annecy. Donc, on a un partenariat avec qui je m'entends très très bien. Il y a aussi Eric Prowalski, le chef des 13 hommes, qui là travaille pour la 2e étoile. Et donc, c'est marrant parce je connais la restauration par mon père. Et Eric est vraiment le chef cuisinier. Et puis, il a aussi une rigueur de haut niveau. Dans sa vie de tous les jours, dans ses plats, dans sa construction artistique. Et on s'entend très 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 bien. Il y a un très très bon feeling de ce côté-là. J'ai également un nouveau sponsor qui est TechFirm, donc plus informatique, conseil, et ils font du chasseur de tête sur Genève. Donc très très bon feeling. Ça a matché tout de suite il y a quelques mois lors d'une conférence et il m'a dit allez vas-y, ton projet il est dingue, on te suit.
Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est plus par cœur. On a plus des partenariats de cœur. Parce qu'on n'a pas la visibilité d'un footballeur, d'un tennisman, évidemment. Donc, même s'il y a des enjeux de visibilité, de communication, évidemment. Ok, donc les sponsors répondent présent. Et tout à l'heure, tu faisais référence à une tentative de record du monde en freshwater. Donc ça, c'est dans la catégorie CIMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques. C'était pour... quel est le record en freshwater en poids constant? Alors, en poids constant, il est à 103, je crois, maintenant, 102, 103. C'est Davidé Ok, Davide Carrera, repris l'italien. cette année. Mais là, l'idée, c'était de le faire, pourquoi pas, en poids variable. Ah, en variable. Ouais, parce que j'aime bien le poids variable. Moi, j'adore, j'ai toujours fait du poids variable tête en bas, à la corde, un peu à l'arrache, quoi. Ouais. Et enfin, à l'arrache, j'ai quand même fait 130 à la Dominique en tête en bas à la corde, Ok. avec le même lestage que j'ai à la palme. Donc, je me dis qu'il y avait quelque chose à faire tête en haut, sur une vraie gueuse. Et le record de freshwater en variable, il y a combien? 94, je crois. Oh, ok, c'est bon, c'est pour toi. Bah, c'était tranquille, mais l'idée, c'était quand même, c'est engageant parce qu'il y a du matériel, ça demande une logistique, ça demande beaucoup de monde. Et puis moi, ce que je voulais, c'était mettre en avant le lac Léman, mettre en avant l'apnée dans notre région pour valoriser la discipline, parce qu'elle a vraiment explosé. Il y a une vraie pratique maintenant entre le Léman et Annecy. Et je voulais vraiment mettre en avant ma région, parce que c'est elle qui m'a tout donné, même si j'ai beaucoup participé à l'apnée, parce qu'il n'y avait rien à la base. Ouais. L'idée, c'était voilà, de faire un bel événement autour de ça. Donc, ce sera juste reporté. Je pense que c'était pas encore le moment. Peut-être 2026, tu verras. Voilà. Ça sera une étape de plus vers les mondiaux et pourquoi pas... Ouais, voilà. Mais tranquille. Ouais. Est-ce qu'il y a... Tout à l'heure, je lisais ta page Wikipédia, parce que monsieur a une page Wikipédia. Attention, je ne l'ai pas encore, mais j'espère un jour l'avoir. Et on peut voir que tu as un beau palmarès. Tu as été vice-champion du monde en poids constant en 2016. En 2016. Tu as été champion de France aussi. Quel est le titre, le palmarès, la médaille dont tu es le plus fier? Celle-ci, clairement, le titre de vice-champion du monde. Après, il y a des compétitions comme le Vertical Blue. Je pense qu'une 3e place sur le Vertical Blue, quand tu as les meilleurs mondiaux qui sont présents, c'est une grande fierté, puisque c'est pratiquement un mondial. Ouais. Là, les fois où j'ai fait 3e sur le Vertical Blue, il y avait vraiment il y avait du lourd devant. Du très lourd devant. C'était qui sur le podium avec toi? Il y avait, je sais plus, sûrement Alexei devant. Après, c'était Davide Carrera, je crois, et après, moi, j'étais juste derrière. Après, il y en a eu deux. Il y en a eu deux, des médailles. Et puis, ma médaille en chocolat de Roatan, je pense que c'est une grande fierté parce que devant, il y avait quand même Arnaud à 126. Derrière, il y avait Andrei Matvenko qui était à 134, je crois, 133. Et derrière, il y avait Alexei devant Alexei avec 136, 137, je sais plus. Donc, médaille en chocolat, c'est la 4e place. Ouais. J'ai fait 2 fois de suite une médaille en chocolat. Ouais. 2 médailles en chocolat. Après, c'est l'Impact de Genève. C'est sûrement ça. S'il y a un sponsor chocolat qui est intéressé, n'hésitez pas à venir. Je vais essayer de passer à l'or quand même, ce serait bien un jour. Ok, donc plus beau souvenir, c'est cette 2e place au championnat du monde en poids constant en 2016, qui avait eu lieu où d'ailleurs? À Kaş, c'était les premiers mondiaux, je crois. En Turquie, ouais. Ouais, c'était en Turquie, ouais. D'ailleurs, c'était la première année où il y avait Daivai et j'ai failli me le prendre dans la gueule. C'est une histoire de fou, ça. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bon, déjà, à la base, ce championnat du monde, j'ai failli pas le faire, faut savoir. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai eu mon plus gros titre. J'ai failli tout annuler, parce que financièrement, j'étais au fond du trou. Ouais. Le banquier m'avait appelé dans ma dernière plongée avant que je plonge avec Chango et Marik à Nice. Il m'a dit c'est fini, on a tout bloqué, les cartes sont bloquées. Mais non. Et j'étais sur le bateau et j'aurais pas dû décrocher, mais j'ai quand même décroché. Ah, putain. Et juste après, j'enchaîne ma plongée, je fais 104 mètres. Je fais mon 104 mètres et je sors béton. Je sors malgré ce que j'ai entendu juste avant au téléphone. Tu vois, et là je me dis putain, ça fait chier quand même. Puis j'étais tellement vénère, j'avais balancé ma trotte par terre. J'appelle Olivia Fricker et je lui dis, à l'époque, bon, allez, c'est mort, laisse tomber, je viens pas. Olivia Fricker, c'était la capitaine de l'équipe de France? Non, c'était la responsable de la commission, c'était voilà. la présidente de la commission, et puis j'aurais dit, j'abandonne, j'ai trop de trucs à gérer. Et puis il m'a dit, arrête tes conneries, on te prend ton billet de train, tu discutes pas.
Tu montes à Genève, tu prends ton avion. J'y suis allé quand même, donc du coup j'avais le bandeau autour du front bien serré, en mode j'y vais. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et je pense que ça, tu vois, ça a marché. Et puis je m'attendais pas au résultat qu'il allait avoir devant, parce qu'il y a eu de la casse. Il y a eu beaucoup de early turn, quelques blackouts, et je me suis retrouvé deuxième, ce qui était... Et en plus, Omar Leouchi qui sort en vrac complet, la tête dans l'eau et tout, tu te dis c'est impossible, ça va pas valider, et ça validait. Parce que dans le règlement, ils n'avaient pas encore intégré la réimmersion des lèvres. Okay. Et malheureusement, du coup, je suis passé à 1 seconde de la médaille d'or. Ouais. Wow. Donc, voilà. Bon, pour tes prochains mondiaux, Stéphane, je t'appelle, je me fais passer pour ton banquier. On bloque tout, mec, on bloque tout, c'est fini. Bon, j'ai plus rien à perdre. Allez, yallah. Mais non, c'était une belle expérience. Et donc, ce dive a failli aussi planter la perf. Et puis, il m'a frôlé à 1 mètre. Je crois qu'ils étaient vraiment en flip là-haut. Et c'était les premiers essais. Ouais. Et puis, finalement, moi, j'ai rien vu. Je suis arrivé en surface, j'ai validé. Putain, voilà. T'as failli taper le dive ice, quoi. Comme quoi, des fois, les plus belles perfs, ça vient au moment où on s'y attend le moins. Oui. Et je pense que quand on est détaché, ça marche quand même. Ouais. Moi, je dis souvent à mes élèves, mais on s'en bat les couilles. On s'en moque, c'est un jeu, on s'en fout. Et il y a vraiment ce truc-là de dire, quand tu es engagé dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, que tu as les sponsors derrière, c'est vrai que ça te met une pression supplémentaire. Ça pourrait te mettre une pression supplémentaire sur les mondiales. Et en fait, il faut vraiment arriver, je pense, à s'en détacher en mode j'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Et de donner le maximum qu'on a à l'entraînement et de s'accrocher à quelque chose d'autre. Et moi, ce qui m'accroche, c'est la progression dans mes performances. C'est cette continuité, cette régularité. Et je pense que quand on l'a, ça aide. Quand on est déjà champion du monde, qu'on a déjà un titre, peut-être que ça enlève pour certains aussi une pression. Parce qu'il y en a un peu moins. Et puis derrière, après, ça libère un peu. Maintenant, on verra si. En tout cas, je donne le meilleur de moi. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller plus loin. Et puis... Il y a eu du chemin de parcouru depuis 2008, cette fameuse Coupe des Dauphins. Est-ce que si tu pouvais voyager dans le temps et que tu pouvais te donner un conseil à l'époque, tu lui dirais quoi au jeune Stéphane ? J'y mets tout ce que tu peux dans la pleine présence. Soit dans la pleine présence, pas la pleine conscience, la pleine présence. Parce que c'est vraiment la chose qui a changé ma vie, qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai maintenant et d'arriver à gérer les émotions. J'ai passé un cap énorme. Au final, je m'aperçois que je gère des fois bien mieux les émotions que les autres. Sauf que moi, j'ai un esprit critique beaucoup plus important parce que je reviens de plus loin. Donc forcément, tu as un niveau critique qui est plus élevé, qui est plus exigeant. Mais je pense que c'est vraiment le premier conseil que j'aurais donné, c'est va au plus simple, sois présent le plus possible dans ta journée. Cultive ça dans tous les jours. Parce que ça te donne accès à la capacité d'intuition, à la capacité de gérer tes émotions, à la capacité d'être bien dans ta vie, d'être heureux, d'être accompli, et puis de suivre le bon chemin quand on a besoin. Et moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les gens qui ont cette intuition, cette intuitivité dans la vie de tous les jours, qui ne mentalisent pas. Parce que moi, je suis un pro de la mentalisation, évidemment, parce que j'ai cette hyperactivité. Mais finalement, je m'aperçois que moins t'en as, et des fois, mieux ça marche. Et, cultiver cet état de présence et moins se poser de questions. Moins mentaliser, moins se projeter et être dans l'instant présent. Ouais, le plus possible. Et je pense qu'on n'a pas le même... On n'est pas tous égaux là-dessus. Il y en a qui ont ça de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus naturelle. D'autres, ils ont besoin de travailler beaucoup plus pour atteindre cette gestion-là. Et je suis très fier de là où j'en suis actuellement, oui, bien sûr. Donc Stéphane, 17 ans de compétition, 17 ans de progrès, de travail sur soi. Quand est-ce que tu vas t'arrêter ? Est-ce que ça serait une médaille d'or où tu dirais c'est bon, j'ai fait ma carrière ? Ou même après un record du monde, même après une médaille d'or, tu dirais mais en fait non, moi l'apnée ça me rend heureux, je vais continuer jusqu'au bout. Tant que ça me rend heureux, je continue. Et pour le moment, ça me rend heureux. Je suis heureux de faire ce que je fais, je suis heureux de retrouver tout le monde. Heureux aussi de pouvoir m'accomplir, même dans la compétition. Je prends toujours du plaisir. Et tant qu'on prend du plaisir, il faut y aller. Il faut en profiter. Et puis, après, je suis pas... C'est-à-dire, quand je vois David Carrera, quand je vois Abdel, c'est ultra inspirant.
On se dit, même à 50 ans, ça performe au plus haut niveau. Donc je sais que j'ai la possibilité de tirer très loin. Et, Alexei, on a le même âge avec Alexei. Et ça, je ne l'enlève pas de ma tête. Je me dis, j'ai toujours un énorme potentiel de progression parce que je sais où travailler. Donc, c'est aussi c'est cool. Et j'avais une question, j'ai oublié. Ouais. Parce que j'étais en train de penser à une blague. J'allais dire, t'as aussi la même coupe de cheveux qu'Alexei maintenant? Il y en a qui se posent des questions si n'y a pas un truc avec l'apnée, l'hypoxie, on perd nos cheveux. C'est la coupe des champions, mec. C'est la coupe des champions. Mais j'ai pas trop attendu parce que j'aurais pu les garder un peu. Mais quand j'ai commencé à regarder des photos de moi de dos avec le trou derrière, je suis putain, ça c'est pas possible. Je me rappelais de la phrase de Miguel Lozano qui était à la plage au Vertical Blue qui me disait oh that's jolly roll hein. Le bâtard il m'a dit bientôt va falloir couper. Et puis quelques années plus tard je me suis dit bon allez j'ai commencé à couper à 1 mm tu vois ou 2 mm c'était encore pire. Et là je me suis dit bon allez tu sais quoi on rase et on regarde puis finalement c'était peut-être moins pire. Et je me suis dit bon c'est bon. Donc il y a 2 ans à la Dominique j'ai pris le rasoir et c'est parti. Ouais. Grosse étape de vie, tu rigoles, mais moi j'ai coupé 13 cm de cheveux et je pensais à toi, je fais putain, est-ce qu'un jour je vais devoir tout couper aussi? Et toi, j'ai 36 ans, je vois le temps qui passe et je me dis oh là là, j'ai envie de rester jeune, j'ai envie de garder mes cheveux, moi. Le poids des années. Voilà, ma question suivante, c'était j'ai regardé sur Freedive Ranking tes résultats en dynamique. Et en dynamique, je peux voir que ton personal best, c'est 168. Et là, ce matin, tu nous as claqué un 210. J'avais fait 210. J'avais fait 215, je crois, ou 210 à Nîmes. Ok. C'était en 2014, 2013. 2013 peut-être. 2013, ok. Un truc comme ça. Donc j'ai pas refait de très grosses perfs en dynamique depuis. Soit c'était parce que je sortais de voyage, j'avais fait une compète à l'arrache. J'étais pas vraiment dans le mood. Donc on verra cette année. J'aimerais faire plus de compètes piscine pour me donner un objectif hypoxie. Parce que c'est vraiment l'axe sur lequel je sais que j'ai une marge de progression en profondeur, c'est l'hypoxie. Parce que j'ai je crois, une des meilleures souplesses au monde en termes d'élasticité, cage thoracique, pulmonaire. Mais, tu t'es vu carper, j'étais impressionné. Tu fais 30 carpes, ça te gêne pas. Hein. Ouais. Incroyable. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup travaillé. Parce que j'ai pas non plus un volume naturel de base de 10 litres. Si je prends l'exemple de Guillaume, moi, il m'impressionne par rapport à sa taille, la capacité volume. Donc, il a une capacité là-dessus, une génétique assez dingue. Et je sais que c'est encore travaillable. On peut encore continuer à progresser. Tu connais ton litrage ? Oui, j'avais évalué entre 7,30 et 8 sans carpe, je crois. 7 litres et demi sans carpe. C'est bien. Ouais. Après, je sais que j'ai une marge de progression là-dessus, par rapport à certains. Okay. Donc, on pourra voir Stéphane Toureau dans les bassins dans 2026 pour travailler l'hypoxie en dynamique cette année. Ouais. Puis sûrement peut-être d'autres années. On va voir si j'arrive à sortir bien détendu, à sortir une belle perf. Mais en tout cas, là, ça continue de bien progresser. Là, cet été, j'ai eu un rebond. Donc c'est jamais linéaire les progressions en hypoxie, j'ai remarqué tu as toujours des phases plateau, des phases rebond et j'ai une phase rebond là ces dernières semaines donc je suis super content. Et ton record personnel en dynamique monopale, on est sur combien ? Record personnel en dynamique monopale, en fait j'ai pas voulu tourner cette année parce que je voulais tourner à 150, je voulais toucher à 150 et puis en fait je me le garde à chaque fois parce que j'ai envie de le faire vraiment facile. Ok. Et j'arrive à 200 et je sors en mode grand sourire, pas besoin de ventiler. Ouais. Moi, j'ai vu ça sur le 210, t'étais tout frais. Ouais. Mais je trouve que c'est bien de canaliser ça. Okay. Et puis quand vraiment on se sent bien à 200, on a envie de tourner, on tourne. Donc on verra cette année pour le faire. Mais, ouais. Je préfère faire une grosse marche d'un coup que faire des petites marches. Ah, je comprends l'idée d'emmagasiner du 200 solide, propre, en confiance. Et un peu d'apnée statique pour le fun ? Ouais, alors ça n'a jamais été mon grand truc. Hein. C'est vrai que le statique, j'ai jamais fait des très très grosses perfs. Par rapport à ce que je fais en profondeur, hein, évidemment. Je crois que mon max était 7 minutes. Un jour. Ouais, 7 minutes, après un bonne prépa quand même.
solide. Donc voilà, je pense que je suis bien meilleur en dynamique qu'en statique. Ok. Et donc tu le sais, ce podcast s'appelle Freediving Family. C'est qui ta Freediving Family? Qui sont les apnéistes autour de toi avec qui tu aimes avancer, progresser et sans qui tu pourrais pas continuer ce sport? Eh ben, c'est triste et en même temps super positif. Mais avec les années, avec le temps, j'ai vraiment compris qu'il fallait bien sélectionner. Autant au début, je pense qu'on peut vraiment être avec tout le monde. Mais plus on prend de la réputation, plus on prend de la, de la visibilité. Et j'ai l'impression que plus ça sélectionne. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi essayer de mettre des mauvaises énergies autour de nous. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris tardivement, malheureusement. Il faut que j'arrive à filtrer. Parce que moi, je suis beaucoup dans le partage, je suis beaucoup dans donner, donner, donner. Et des fois, je parle trop, je donne trop parce que je suis tellement passionné. Et j'ai compris qu'il fallait bien sélectionner et prendre de la distance. Quand tu dis donner, ça veut dire donner ton cœur, donner ton amitié ou donner de la connaissance? Donner de la connaissance. Donner de la connaissance, puis aussi de la bienveillance. J'en donne. Et j'ai été aussi beaucoup déçu. Parce Et que donc, quand tu donnes des conseils, t'attends quelque chose en retour ou parce que non. ça a été utilisé contre toi ou... Non, pas forcément, mais oui. Après, ça peut être utilisé. Ou alors, peut-être qu'on attend un peu forcément de la reconnaissance. À tout niveau, même à petite échelle. Mais au-delà de ça, même sans en attendre, des fois j'ai été très déçu par des personnes qui te balancent tout dans la gueule du jour au lendemain, alors qu'ils t'ont rien dit depuis 3 ans, ou alors d'autres qui t'aperçoivent qu'en fait ils ont de la jalousie, et, ça les fait chier que tu réussisses, clairement. Donc toutes ces personnes-là, en fait, j'ai passé un coup de balai, j'ai nettoyé, et au final, c'est juste de se préserver. Et il faut sélectionner les personnes qui est autour. Donc le cercle diminue, mais il est de meilleure qualité. Et les personnes dans mon entourage, que ce soit sur Annecy, que ce soit sur les gens avec qui je m'entraîne, sont dans une bienveillance vraiment, vraiment forte. Et c'est ça, c'est vraiment ça que je recherche. C'est des gens qui sont en détachement de l'ego, en détachement de tout ça, le plus possible. Et attends, peut-être que je vais dire une bêtise, mais je t'ai vu récemment sur une photo de la Team Abyss. Tu es membre de la Team Abyss? Oui, j'étais. Je viens de partir de la team. Ok. Ouais. Pour... Alors, tout simplement parce qu'au niveau professionnel, il y avait... moi, je viens de trouver un agent, une manager, il y a peu de temps. Et donc, il faut simplifier au plus le travail. Et tout va passer par elle. Ça va me simplifier la vie parce que ça fait des années que je cherche quelqu'un. Et là, j'ai enfin trouvé. Et je pense que la Team Abyss aurait rajouté encore une couche parce qu'il y a des exigences aussi de la part de la Team Abyss pour évoluer. Et donc, ça aurait pas pu perdurer dans ce sens-là. Et puis après, il y a des petites relations humaines, il y a des petites choses qui font que j'ai besoin d'avoir cette indépendance, de cette liberté et cette autonomie-là. Voilà. Et l'objectif de cet agent, c'est principalement de trouver des sponsors? C'est quoi sa mission? Alors, elle, sa mission, c'est une large mission, c'est de faire un planning calendrier des réseaux sociaux, de pouvoir mieux organiser ma communication, parce que je suis vraiment à l'arrache là-dessus, et j'ai besoin d'avoir une structure un peu plus solide, aussi pour rassurer les sponsors, parce que les sponsors sont beaucoup plus contents d'avoir quelqu'un où derrière, ils savent que derrière, ça suit. Elle va me décharger la recherche de sponsors. C'est quelqu'un qui a un gros réseau. C'est quelqu'un qui va pouvoir organiser un petit peu mon calendrier et les sollicitations conférences, ressolliciter les agences pour les interventions conf. Et voilà, mais c'est difficile à trouver parce que les agents généralement s'occupent d'athlètes qui sont déjà reconnus, donc c'est plus des organisateurs de calendrier. Mais on n'a pas de gens qui vont démarcher. C'est beaucoup plus rare de trouver quelqu'un qui sait démarcher. Et là, en tout cas, j'ai trouvé. Bon, on touche du bois pour que ça fonctionne en tout cas. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as un coach? Alors non, j'ai pas de coach. J'ai eu des coachs. Après, c'est vrai qu'en 17 ans de pratique, on se connaît tellement bien. On a tellement les petits détails à ajuster. Puis après, une question de budget. C'est qu'à un moment donné,
Si on va avoir vraiment quelqu'un qui nous suit de haute qualité, qui est capable d'analyser profondément les choses et puis d'améliorer la prépa, c'est quelqu'un qu'on doit payer, comme tout. Donc les budgets, si j'ai du gros budget l'année prochaine, je crois que c'est un des premiers trucs sur lesquels je vais investir, en plus du reste. Une année avec toi, ça représente quoi en termes de budget pour faire toutes les compétitions, bouger? Des budgets, il y en a plein, parce que j'ai envie de dire, tu peux toujours ajouter des choses, que ce soit dans ta communication. Un no-slip en or. Un no-slip en or. Ouais, alors quand on arrive là, déjà, je pense que tu as répondu à toutes les exigences que tu pouvais avoir. Moi, je veux un no-slip en or avec des petits diamants, tu vois. Putain, si j'en arrive là, c'est bon. Hein. Je te le souhaite. Et je me le souhaite aussi. Je pense même pas que je l'achèterai, ça c'est sûr. Mon Dieu. Non, la priorité, déjà, je pense que au-delà de sa capacité déjà à pouvoir s'entraîner, c'est d'avoir la possibilité de s'entraîner, d'avoir une piscine, d'avoir l'accès à la profondeur, d'avoir un groupe avec qui s'entraîner. Ça, je pense, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est la communication. Parce que sans communication, tu ne peux pas avoir de sponsor. Et puis après, c'est d'avoir un entourage. Donc, l'étape d'après, c'est d'avoir un coach, d'avoir du monde autour de soi, de pouvoir payer peut-être plus de séances de kiné, plus de séances de massage, de récupération, et ainsi de suite. Et je pense que voilà, plus on a de finances et plus on peut aller au summum, parce que c'est vrai que se gérer soi, c'est un engagement de dingue. J'ai dû développer une routine sur des années et des années. Ah, puis c'est une charge mentale aussi de s'occuper de soi. Alors que parfois, quand on a quelqu'un qui dit « tu fermes ta gueule, tu fais ça, ça et ça, et après tu me fais le feedback ». Ouais, c'est ça. Et puis la planification, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé. Parce que quand tu es seul, le seul truc qui te permet de pouvoir mettre en place tout ça, c'est ta planif. Plus ta planif elle est précise, plus tu peux te décharger mentalement là-dessus. Parce qu'une fois que tu as une vision précise de ce que tu vas faire demain, tu te lèves pas en te disant « Ah merde, attends, il y a ça, j'ai fait ça hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Ça repose le cerveau. Tu planifies à fond, tu passes 3, 4, 5 heures à bosser sur ta planification et derrière, tu es tranquille. Tu sais ce que tu as à faire en te levant et c'est ce qui te permet de... Voilà, bon, du coup, ta planification, tu l'avais fait pour 2026 ? Ma planification pour 2026, non, pas encore, parce que ça dépend beaucoup des dates. Oui, mais c'est vrai qu'on des fois, on n'a pas de date. C'est ça le problème. C'est fort chiant des fois. C'est ça, très très chiant. Putain, c'est très très chiant et je pense que ça va y venir, mais c'est long. C'est long. Il faudrait qu'on ait un calendrier comme dans les autres sports olympiques. Oui. Mais bon, des fois, on est là, on attend. Bon, alors, il est quand le France ? C'est encore le dernier week-end ou c'est... Les sports olympiques, c'est à 4 ans. Ah la vache. 4 ans à l'avance, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire et à quelle date. Nous, on est à 7 mois. J'allais dire 6-8 mois. 6-8 mois, ouais. Donc c'est un peu chiant, mais bon, et on essaye de s'adapter de façon... Il y a là toujours la préparation de fond, et puis voilà. Tu viens d'où ? Qui sont tes parents ? Est-ce que la compétition, le dépassement de soi, c'est quelque chose de familial ? Alors, je pense que l'inspiration, je l'ai eue par mon frère, parce que mes parents nous emmenaient beaucoup à la mer. Big up à Grégory. C'est ça, Grégory Toureau. Mes parents, Marie-Christine et Jean-François. Donc mon père, lui, il était cuisinier, comme je disais, donc des années de métier. Ma mère, elle a fait plein de choses. Mais j'ai eu la chance de pouvoir voyager en Corse, aller au bord de la mer avec eux et de pouvoir avoir accès à ça. Donc on a eu toujours ce contact avec l'eau, très fort. D'ailleurs, Toureau a eu. Ouais, l'eau, elle est déjà bien ancrée dans la famille. Et puis mon frangin, lui, il était cycliste au début, dans sa jeunesse. Et il était arrivé au port de l'équipe de France sur piste. Donc des gros cuissots. Et moi, ça m'a toujours impressionné. Je sais pas, j'étais très impressionné par mon frère. C'est ton grand frère ? C'est mon grand frère, ouais. Grand frère. On a 9 ans d'écart. Ah, c'est un vrai grand frère. Ouais, un vrai grand frère. Donc je l'ai pas vu beaucoup parce qu'il était parti à l'internat pour ses études. Mais je pense que ça m'a donné un peu J'ai fait de la compétition aussi en cyclisme quand j'étais tout petit. Mais ça m'a donné la flamme, je pense, compétitive à ce moment-là, ouais. Et est-ce qu'avec vos parents, vous faisiez de l'apnée, vous faisiez de la plongée bouteille ou juste du snorkeling comme ça l'été ? En Corse, mes parents, enfin mon père surtout, et mon frangin ont passé les niveaux de plongée. Moi, j'étais encore pas assez vieux, j'avais 8 ans. Ouais. Donc j'ai fait des baptêmes, des initiations. Et j'ai commencé à faire de l'apnée à ce moment-là, à découvrir la mer.
Et la plongée, j'ai passé mon niveau 1 à 12 ans, je crois, alors que normalement, il faut attendre 16 ans. Mais voilà, j'ai eu une déro pour passer mon niveau 1. Donc, c'était principalement avec la Corse. Donc, importer l'apnée dans le lac, ça a pris du temps parce que t'en as peur quand t'es gamin, ça se fait trop. C'est vraiment en ayant fait de la plongée bouteille dans le lac aussi où ça m'a Mais lâché dessus. comment t'as commencé du coup cette apnée dans le lac là? T'allais tout seul avec ta bouée, tu faisais du snorkeling, tu descendais? Alors, l'apnée au lac, c'était à l'arrache, total, Ouais. parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Donc, oui. forcément, quand il n'y a rien, bah, tu fais comme tu peux. Ouais. Donc, j'emmenais des copains, je les équipais avec une combi qu'on avait à la maison, à l'arrache. Ouais, ils sont toujours en vie, hein. Ils sont toujours là. Et puis, on a commencé avec les copains à faire de l'apnée dans le lac, à aller nager avec les poissons. Puis, je voulais aller un petit peu plus profond, mais bon, ça me faisait peur Et à aussi. l'époque, t'allais sur quelle profondeur? Mais t'avais quel âge? T'avais 15-16 ans? C'était pas très profond, mais un jour, mon frère, il m'a dit, tiens, il y a Aurore Asso, Ouais. qui est de passage sur le Léman, parce qu'elle était sur Genève à ce moment-là. Et elle avait donné un cours à des plongeurs niveau 4, et il y avait une ligne, et du coup, j'ai commencé à revenir sur la ligne et à me dire, putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire. L'apnée est revenue, j'avais fait un break, et l'apnée Et est t'avais revenue quel âge, sur- là? Là, c'était à 19 ans. Ah, t'avais 19 ans, ouais. 18 ans, ou 18 ans, ouais. Tout jeune. Stage Ouais, avec ouais. Aurore Asso pour les plongées N4 qui doivent faire 10 mètres. Ouais. Donc c'est souvent pour ça que les plongeurs. Bah, c'est elle qui bouteilles m'a dit après il faut que tu passes à Nice. Alors j'avais pas de budget, mais bon, j'ai pris mon truc et puis je m'étais démerdé, j'étais descendu à Nice, je m'étais planté d'endroit, je fais de la marche, je sais pas combien de temps pour retrouver le centre. Ah oui, moi aussi. Et J'étais passé j'avais, par les pompiers, c'est une galère c'est à vrai trouver au début, ouais. Et La base de l'aigle. Ouais, j'ai vu pour la première fois, moi j'étais complètement fan, pour moi c'était mythique. J'ai vu Loïc Leferme à ce moment-là et j'ai eu la chance de le rencontrer avec Guillaume Néry, j'étais comme un dingue. Et là est née vraiment la flamme et de pouvoir plonger avec eux. Malheureusement, quelques mois après, Loïc nous a quittés. Donc ça a été dur aussi pour moi de voir ça parce que ça a mis vraiment un stop, un stand-by dans l'apnée en France. Et ouais, et puis après c'est monté échelon par échelon quoi. J'ai commencé à m'entourer parce que à la base je faisais de l'apnée à l'arrache, je le faisais seul. J'ai squeezé, je me suis tiré sur les poumons parce que tu connais pas, t'as personne qui te dit ce qu'il faut faire, donc tu fais toutes les conneries. Je pense que j'ai fait quand même partie de la génération, on a fait partie de la génération qui ont essuyé les plâtres pour la nouvelle. Ouais. Comme faire 8 x 50 au départ 5. Ça c'était je crois la plus grosse série débile que j'ai pu faire à l'époque. J'étais quand même un bon bourrin. J'étais avec Pascal Berger à l'époque, je m'envoie avec des mini-palmes bleues à 50 mètres et je m'étais fait un gros entraînement en me disant allez je vais faire une progression de fou. Mais n'empêche, ça m'avait donné la caisse, mais c'était méga dangereux. Alors on rappelle aux auditeurs, c'est dangereux à cause de l'accident de décompression et d'une bulle d'azote qui pourrait bloquer quelque chose dans le cerveau, dans le bras, où on peut finir J'avais fait un 8 x 50 mètres, départ 5 minutes, en petite palme. Purée. Ouais, non, mais je pense que stage, ça, si stage ADD. cette série, je la ferais maintenant, ça passerait pas, c'est sûr. Enfin, ça passerait pas éthiquement. Ouais, et puis même physiquement, parce que je ouais. pense qu'avec l'âge, on s'aperçoit quand même que les sensibilités à la DSAT, elles sont liées à l'âge. Plus on vieillit, et moins la DSAT, elle se fait correctement. Il faut être super... plus on prend de l'âge, et plus il faut... Ouais, vraiment. D'ailleurs, l'accident de décompression, c'était un peu d'actualité dans les derniers championnats du monde CIMAS à Mythicas. On a André Matvenko qui en a fait un. On a Roberto Butera, le responsable de la safety, qui en a fait un. L'année dernière, on a eu Xavier Daru. Est-ce que toi-même, tu as assisté des gens sur des ADD et tu les as aidés à se recover? Ou est-ce que toi-même, tu en as fait des gros? Ouais, bah, ça a été la grande histoire de mes dernières années parce que j'en avais discuté dans Freedive Café. En fait, j'ai eu un DCS aux Bahamas parce que j'avais enchaîné quand même pas mal de jours où j'avais fait du snorkeling. Donc ça, c'était pendant le Vertical Blue? Ouais, c'était 2 semaines avant le Vertical Blue. Et j'avais enchaîné du volume et j'avais fait une grosse session snorkeling de 2 heures, mais à 10 mètres. Juste 10 mètres. Mais du coup, dans ma tête, je l'ai un peu zappé parce que 10 mètres, je ne considérais pas que c'était saturant. Sauf que quand tu fais 10 mètres, longue apnée, ressortie, et tu fais ça pendant 2 heures, ça joue. Et derrière, j'avais fait un petit 75 en immersion libre. Et puis comme j'avais fait 2-3 jours de plongée successives, je me suis dit, le lendemain, j'étais tellement en forme, j'avais tellement préparé mon physique qu'il me restait... je me suis dit, je fais encore une plongée à 95.
Et là, je prends 3 jours off pour vraiment récupérer et faire une surcompensation. Et 95, tu faisais à l'époque combien ? Je faisais 105, 110. Voilà, tu étais quand même 20 mètres en dessous, on va dire. Ouais, voilà. Mais sauf que l'accumulation, ça passe plus. Et puis, c'était la plongée de trop. Et quand je suis sorti, nickel, je vais à la plage. Il y avait Alice, il y avait Stéphane Randing à l'époque. Et puis, à un moment donné, je regarde mon bras, ma montre, et puis je fais « Waouh !» Tu te dis « Tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui est pas normal. J'ai mon champ de vision qui est un peu... qui a changé. » Puis, en me tournant vers Stéphane Randing, j'entends un « ping » dans mon oreille. Et là, je me dis « Merde, putain. » Un acouphène ? Ouais, j'ai eu très peur. J'ai commencé à prendre mon mal. J'ai dit à Alice tout de suite, t'appelles William et le médecin. Je me mets au pendeur. Le pendeur était limité à 5 mètres. Donc ça, pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont dit là, Oui. c'est l'oxygène à 5 mètres. Ouais, c'est ça. C'est de la déco. Donc on respire de l'oxygène à 100%, on se met sous pression, donc ça augmente la pression partielle, ça augmente la quantité d'oxygène dans le sang. Et comme on respire de l'oxygène, on enlève l'azote, a le temps de se dissoudre et de se barrer en expiration. Donc j'ai fait ma récup là-dessus, mais c'était pas suffisant. Et puis ils avaient élaboré, j'ai eu de la chance, ils avaient élaboré un protocole de recompression sécurisé avec le staff. Et donc ils sont venus m'aider. Je me suis réhydraté entre-temps. Alice me posait des questions simples, j'arrivais même pas à y répondre. 100-7, je disais 95. Bah non, toujours pas. Donc c'était un peu compliqué. Et puis suite au protocole, on a fait tout le protocole de recompression. Alors c'était quoi ce protocole alors ? C'est un protocole qui est tendu parce qu'on va au-delà des normes. On est plutôt sur des normes hyperbares, de caisson hyperbar. Ouais. Donc c'est au-delà des normes classiques d'oxygène. Au-delà on recommande 6 mètres max ? Oui, on recommande 6 mètres, mais là on va au-delà. Vous étiez sur 10, sur 15 Ouais, c'est un pic. C'est un pic très rapide à 20 mètres et on remonte à 15 et à 10 mètres. Mais en fait, le but, ça là, c'était de l'oxygène pur, mais à mon sens, le mieux, ce serait d'avoir un mélange qui soit entre de l'oxygène et de l'air pour pouvoir se recomprimer, parce qu'on s'est aperçu que le plus important, c'est de recomprimer la taille des bulles. Ah ouais. On peut prendre l'oxygène qu'on veut, ça suffira pas. Il faut recomprimer le corps et après prendre de l'oxygène. Donc d'où l'importance d'avoir un mélange air-oxygène. Je pense qu'à mon avis, à long terme, le protocole va évoluer. Et, il faut qu'il y ait une discussion qui soit faite au niveau des médecins, parce que d'ailleurs, c'est ce qui a posé problème en Grèce. Et je trouve que le problème existe depuis 2012, depuis l'accident de Herbert Nietzsche, parce que justement les médecins veulent d'abord, le médecin qui n'est pas hyperbar veut d'abord contrôler s'il y a un AVC avant. Le médecin régulateur. Voilà. Qui passe avant le médecin hyperbar. Il dit non, mais c'est moi qui sais, moi j'ai la connaissance, vous connaissez pas, on va d'abord checker. Sauf que la moindre minute compte. Ouais. Il faut le mettre aux questions le plus rapidement possible, et ça, eux, ils veulent pas l'entendre. Et donc ça crée des graves problèmes. Il y a des gens qui se sont trouvés en fauteuil roulant à cause de ça. C'est extrêmement grave. Et il faut qu'on arrive à avoir cette communication auprès des médecins régulateurs. Que quand un apnéiste de ce niveau-là arrive sur ces profondeurs-là, non, ce n'est pas parce que la circulation va très bien. Là, il faut absolument le recomprimer. C'est une priorité. Bref, tout ça fait que le karma est un dingue. C'est que quand ça m'est arrivé et que je me suis fait soigner, j'ai dit merci à tout le monde. Et mon juste retour des choses, c'était d'aider les autres. Ouais. Donc tu te fais aider, voilà. Et ensuite c'est Stéphane. Et ensuite c'est à mon tour. Donc j'étais avec Marie, ma chérie, on était là au Vertical Blue, enfin à un entraînement. Je me fais une session, je la coach, et puis il y a Tori qui avait fait sa plongée à 100 et quelques. Tori qui est américain, grand musclé. C'est ça. Si on peut le reconnaître sur les réseaux sociaux. Il fait une plongée. Il était accroché au boudin comme ça et il bougeait plus. Il regardait le fixe il regardait dans le vide. Je me suis dit ça c'est bizarre quand même. Ça fait longtemps qu'il regarde dans le vide. Je dis à Marie, essaie de lui parler. Rien. Moi je lui parle. Bon là on a un problème. C'est à mon tour. Je crois qu'il a RDCS. Et en effet ça a pas loupé. Il était complètement. Il arrivait plus à bouger quoi. Ouais. Donc moi je lui ai mis un détendeur en bouche avec de l'oxygène le temps que William arrive, on lui a refait le protocole et derrière plus de symptômes. Donc William, c'est William Turbridge qui est l'organisateur du Vertical Blue et qui a le record du monde en CNF 102 mètres. Ouais, c'est bien de tout préciser parce que c'est vrai que ça va vite. Il y a beaucoup d'informations et donc derrière plus de symptômes. Donc moi plus de symptômes, derrière on fait le traitement, plus de symptômes. Donc je dis mais c'est un truc de dingue, là on a vraiment le truc qu'il faut pour pouvoir aider les apnéistes dans ce cadre-là. Avec le protocole que vous aviez mis en place. C'est ça. Et derrière, on était à Roatan. Et à Roatan, on fait nos plongées.
Christian Vogler fait une plongée et il sort juste, ou alors ça passe plus, je sais plus. Il revient sur le bateau et je le vois un peu dépité alors que normalement il passe vite à autre chose. Et regarde dans le vide aussi un peu. Je commence à me rapprocher de Christian. Donc là on était quoi? C'était 2 ans après? Un an après, ouais. Et je dis ça va Christian et tout. Il dit, oh. Je fais merde. C'est pas vrai. Allez, c'est reparti, oxygène. Et donc là je commence à... J'ai l'impression que comme je connaissais le protocole, je devais le transmettre. Ok. Et du coup, on a fait ce qu'on a pu. Mais je l'ai pris tellement vite, tellement court. On est allé tellement efficace qu'au final, là, le protocole s'est fait rapidement. Donc, tu le mets à la surface sous oxygène. Ensuite, tu le réimmerges. Ouais. Tu lui dis d'aller toucher 20 mètres. Non, là, on n'était pas sur 20 mètres parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin sur le Pandore. Mais comme je l'ai pris très très vite à la minute. Il a fait quoi, 5 minutes à 6 mètres, c'est ça? Ouais, il a fait plutôt 15-20 minutes à 5 mètres. Ouais. L'idée, c'était vraiment de le prendre tout de suite. Mais plus on le prend vite, moins on est obligé de faire des trucs de dingue pour éliminer le truc. Après, ça allait mieux et il a pu récupérer. Et derrière, rebelote à la Dominique, David Mellor. David Mellor qui est américain? Qui est anglais. Qui est anglais. Ah, mais oui, le beau gosse de 60 ans. Ouais. C'est ça. Et ouais, j'étais sur la plateforme de la Deep Dominica. Il y avait la compétition Blue Element en face. Et il y avait Alice sur la compétition. Et là, je jette un œil à la compète et je vois un mec sortir à moitié en mode crabe sur la plateforme. Et là, je me dis, ça, c'est pas normal. Et là, je regarde Alice qui le regarde, Alice qui me regarde au loin. Ouais. On est à 50 mètres. Elle me fait des grands signes et je fais, voilà. Et je lève les bras, je fais, bon, bah, c'est pour moi. Du coup, je trace à la plateforme. Vu que je connaissais le protocole, j'ai aidé Jonathan Sonex à mettre donc, qui était le responsable de la structure. Je l'aide à l'équiper, on le recomprime. Il avait le médecin qui était spécialiste de la recompression. Donc, on a fait le protocole à 10 mètres. Là, vous étiez sous oxygène à 10 mètres, avec une pause à 10 mètres ou Oui, non, une pause. Une longue pause de 10 minutes. Wow. Et puis après, on remonte à 6 et ainsi de suite. Donc, non, il y a de la marge quand même. Après, comme ils sont très très entourés, s'il y a quoi que ce soit, on le remonte. Parce que là, on était avec lui tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que tu es avec lui tout le temps en apnée, tu remontes, tu redescends, Ouais, ou alors un mec en plongeur. C'est-à-dire que tu peux prendre un deuxième bloc, quelqu'un qui descend avec lui. Okay. Pour un bloc à l'air. Et voilà. Et ça l'a sauvé. On a fait le protocole. Tout s'est bien passé. Et après, il a pu être évacué correctement. Et c'est là où je me dis, il faut qu'il y ait cette mise en place de protocole. Ça fait une longue histoire, mais je pense que c'est important d'en parler. Ouais, non, mais c'est... Donc, pour éviter les accidents de décompression, faut rester hydraté, il faut prendre un bon temps de récupération entre chaque plongée. Et puis, qu'est-ce que tu donnerais d'autre comme conseil? Déjà, d'avoir du temps de récupération, il faut prendre en compte que quand on plonge profond, c'est de mettre des jours de repos. Ça, c'est indispensable, on le sait, même pour le système nerveux. Et la désaturation, on est complètement imbriqué. Donc ça, c'est indispensable. Et plus on a de l'âge, plus on vieillit, et plus il faut de la récup. Parce que maintenant, on a quand même des masters qui vont très profond. On a Sauveur le Coco, qui 71 ans, qui va à 84 mètres. Hein. Ouais. Et c'est dans ces cadres-là, il faut de la récup, il faut l'imposer, parce que quand on plonge tout le temps, on prend des risques, et c'est indispensable. Donc voilà, si vous avez des signes d'ADD, donc ça va être par exemple une incapacité à s'exprimer, ça va être des picotements, une douleur dans un bras, ça peut être... C'était quoi tes symptômes à toi? Moi, c'était la lucidité. J'arrivais pas, j'avais une mémoire courte à 3 secondes. On me parlait et j'avais déjà oublié la question. Ouais. Les fonctions cognitives qui sont atteintes. D'avoir des difficultés à parler normalement et puis l'impression d'être ralenti, comme si on était perché, quoi. Et si ça arrive, n'hésitez pas à le dire sur le bateau et à vous mettre sous oxygène. Hein. Parce que parfois on se sent un peu con, on n'ose pas dire. Et c'est comme au mondial en Corse, j'avais vu quelqu'un sur le bateau qui était là recroquevillé et en fait c'était un ADD, tu vois. Alors que c'était quelqu'un d'extravagant, de très voilà. Et là, il faut être observateur aussi de son entourage parce que ça se voit tout de suite quand quelqu'un est très très fatigué, qui répond pas ou qui a du mal à répondre. Il faut tout de suite réagir. C'est indispensable. Je pense que ça va évoluer, on va mettre des règles en place pour que ça arrive de moins en moins, mais c'est important.
Tu as un partenaire fidèle, ZRC, ça fait 10 ans qu'ils te suivent, ça fait 17 ans que tu fais de la compétition, mais j'ai l'impression que dans ta vie, tu as quand même une amoureuse qui est là, qui t'aide, qui donne de l'amour, qui donne du soutien. En quoi un partenaire aimant, ça t'aide à performer? Sur le plan de la performance, clairement, c'est l'équilibre. Parce que quand on est livré à soi-même dans son entraînement et qu'en plus on est livré à soi-même entièrement dans sa vie de tous les jours, ça fait beaucoup. C'est une charge mentale qui est énorme. Je l'ai fait, j'ai été longtemps célibataire et j'ai réussi à trouver cet équilibre-là. Ça m'a construit, ça m'a fait prendre aussi énormément d'autonomie. Mais le fait d'avoir quelqu'un, ça permet d'avoir un peu plus de soutien moral, de pouvoir se sentir mieux aussi dans la vie de tous les jours, d'avoir un ancrage, d'avoir une stabilité émotionnelle, sentimentale, et puis de pouvoir se confier. Voilà. Mais ça va au-delà de ça. Est-ce que Parce tu dirais qu'on qu'il est y sur a... une relation, sur une vraie relation de couple. Et je pense que c'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dit à ton amoureuse que tu n'as pas dit à ton coach mental ou vice-versa? Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que le coach mental, normalement, on doit être capable de tout dire parce que la moindre petite chose a une influence. Mais évidemment qu'il y a des choses que je suis... Après, avec Loïc, en préparation mentale... Donc c'est Loïc comment? Loïc Gouzer. Loïc Gouzer, C'était mon donc préparateur mental. Voilà, c'est pendant plus de 10 ans. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, 10 ans. Ouais. Ah ouais. Mais ça s'est arrêté il y a quelques années parce qu'on on a considéré que le travail était fait. Donc de temps en temps, on s'appelle, on garde un super contact. Dès que j'ai des doutes, de temps en temps, je l'appelle. Mais je sais ce que j'ai à faire maintenant. Après tout ça, on sait ce qu'on a à faire. Donc j'étais suffisamment autonome. Et je pense que Loïc a été un des plus gros soutiens. Il m'a aidé vraiment à prendre confiance en moi. Parce que je ne savais pas que tout était possible à partir du moment où on avait conscience de soi. On avait conscience de soi. Ouais. Pas confiance en soi. Ouais, conscience. Quand tu as conscience de ton esprit, quand tu as conscience de ton plein pouvoir, de tes pensées, de tout ce que tu dis, a une influence sur ton corps physique et mental, eh ben, ça, je ne le savais pas. Moi, j'avais aucune connaissance de ça et lui, il m'a transmis ça et c'est ce qui m'a permis de me sortir de ce manque de confiance en moi que j'avais. Ouais. Et il te l'a transmis comment, cette confiance en soi, cette conscience de toi? Est-ce qu'il y a des exercices très pragmatiques qu'on pourrait partager aux auditeurs? Au début, déjà, c'était de s'entourer. C'était quelqu'un qui m'a guidé. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a dit il faut que tu ailles voir un préparateur physique, il faut que tu ailles voir une nutritionniste, il faut que tu te formes quelque part à devenir autonome sur ta préparation. Ça, c'est la première chose qu'a peut faire aussi un préparateur mental. La deuxième chose, ça a été de me donner des outils. Qu'est-ce que de se recentrer? Qu'est-ce que faire attention à ce qu'on dit? Les mots ont une importance. C'est le premier truc que j'ai appris, parce que les mots qu'on utilise ont une influence sur notre corps, ont une influence sur nos croyances, et c'est les croyances qui vont définir ce que l'on va devenir. Et donc ça, c'est déjà la leçon la plus importante. Est-ce que tu as changé ta formulation, genre j'aimerais aller au mondial, ou j'aimerais gagner, et tu dis je vais gagner? Alors, je le recorrige. Parce que c'est vrai qu'on prend des mauvaises habitudes, et j'ai remarqué qu'en ce moment, je me relâche. Donc oui, je me reprends sur certaines formulations. Alors par exemple, tu peux me donner un exemple? C'est... je dois faire tel et tel truc. Et c'est plutôt de dire je suis en train de mettre en place ça, je suis en train de progresser. Plutôt que de dire je vais progresser. Parce que là, tu fais que de le repousser en fait. Et ça vient jamais. C'est un exemple. Mais c'est des centaines et des centaines et des centaines de citations qui vont réunifier les unes derrière les autres, qui peuvent t'immobiliser ou au contraire te pousser vers le haut. Et je pense que le fait de fréquenter des gens qui ont cette connaissance-là, ça aide énormément. Parce qu'on se reprend entre nous. Et je pense que c'est ça aussi la force d'un couple. C'est de pouvoir dire tiens, qu'est-ce que t'as dit déjà? Je m'ai pas retenu. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que Stéphane Toureau, il a confiance en lui? Oui, jamais assez. On n'est jamais assez en confiance en nous. C'est une quête de la vie de tous les jours. On a forcément des doutes. Quand on rentre dans une salle de conférence avec 200 personnes en face, on a forcément des doutes qui n'en a pas. Mais par contre, l'état de confiance en moi que j'ai atteint maintenant, j'en suis extrêmement fier.
Après, oui, je pense que c'est interminable. Et je pense que c'est là-dessus pourquoi je suis aussi longtemps dans la compétition et dans la performance depuis. C'est grâce à ça. C'est ce qui me tient. C'est que, en fait, la performance et l'apnée est un outil et un moyen pour se tenir en rigueur par rapport à soi. Devenir toujours une meilleure personne. Voilà, devenir toujours une meilleure personne et tous les jours se voir évoluer. Et ça, pour moi, l'apnée, c'est une guideline. Et aujourd'hui, dans le milieu de l'apnée, qui te donne de la force, qui t'inspire ? Évidemment, des personnes, encore plus maintenant, avec toutes les histoires de dopage qu'il y a eu, ça a énormément filtré. Les personnes en qui on a confiance, je trouve que ça a renforcé des relations qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que pour les athlètes qui ont ouvert leur bouche, qui se sont battus contre le dopage, qui se sont levés, et ben ça a ressoudé des liens. Et ça, je trouve ça cool. Que ce soit rapproché de qui, par exemple ? Alenka, Davidé, Walid, toutes les personnes qui ont porté le message, Simona, des gens avec qui des fois j'avais pas forcément beaucoup de relations. Je comprends ce que tu veux dire là. Ça nous a ressoudés parce qu'on se bat pour des valeurs. Et je pense que ça, c'est le point positif. C'est le point positif. Et on avait besoin de ça parce qu'on est de plus en plus isolé avec les téléphones, avec l'informatique. Et je pense que de pouvoir se regrouper, de se retrouver en compétition ou sur des entraînements, c'est important. Et à l'instar, qui, pour toi, est l'inverse de l'inspiration ? Ce qu'on a vu récemment. On a vu quoi récemment ? Avec les Croates, même pas besoin de les citer, parce que je n'ai pas forcément besoin de les citer. Je n'ai pas forcément envie de leur donner une existence plus que ce qu'ils partagent. Donc des comportements où on voit des freedivers qui banalisent le squeeze. Ouais, voilà, et puis qui transmettent de dopage, d'utiliser des bêta-bloquants, des diurétiques. Ouais, et puis de le transmettre aussi à leurs élèves. On a énormément de retours, c'est bon, il n'y a pas besoin de le prouver plus que ça. On a eu suffisamment. C'est vrai qu'on a des retours de cracher du sang, c'est pas grave. Cracher du sang, c'est normal. Cracher du sang, c'est... Ouais, et puis les bêta-bloquants, c'était quelque chose qui n'est pas interdit à l'AMA, mais qui doivent être interdits et sanctionnés en compétition. Et c'est tout nouveau que maintenant, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Malheureusement, on ne peut pas les sanctionner autant parce qu'on est sujet à être rattaché à l'AMA. L'ACMA, c'est rattaché à... Donc l'ACMA, c'est rattaché à l'AMA. Tu peux, pour les auditeurs, l'AMA, tu nous expliquer ce que c'est ? Donc c'est l'Agence mondiale antidopage. Et donc l'Agence mondiale antidopage est l'organisme international qui contrôle et qui vérifie le dopage. Donc lui, il a une obligation de contrôler les fédérations délégataires. Donc un sport, une fédération. Donc malheureusement pas deux, mais qu'une. Donc là, en l'occurrence, la fédération délégataire, c'est l'ACMAS, qui est rattachée au CIO. Et donc là, il y a par exemple des enjeux de contrôle. Il y a un process qui permet, par exemple, de contrôler les athlètes, les meilleurs athlètes au monde, qui sont médaillés, de les suivre dans l'année, pas que à la compétition. Mais c'est ça qui est fou, c'est Abdelatif Alouache, il m'avait montré sur son téléphone, il doit dire à l'AMA dans quelle ville il est, dans quel hôtel, tous les jours, parce que demain, il peut y avoir un contrôle. Et j'étais impressionné. C'est le revers de la médaille, mais c'est indispensable. Et c'est ce qui permet que le dopage puisse être contrôlé. Et si tu oublies, si tu chantes 3 rendez-vous, eh ben, tu te prends un positif, quoi. Quelque part, c'est comme si tu étais considéré positif. Okay. Donc, il ne faut pas les louper. Moi, j'ai pas encore eu cette expérience-là. Tu n'as pas été contrôlé, du coup ? Non, et d'ailleurs, il faut que je fasse ce truc, parce que comme je n'ai pas fait de compétition, j'avoue que je n'ai pas encore fait les 3 jours de formation, parce qu'il y a une formation sur Internet, et là, il faut vraiment que je le fasse. Donc là, je vais m'y mettre, j'ai un petit peu de temps ces prochains jours. Mais ça, c'est indispensable, parce que c'est ce qui va permettre qu'après, on ait des moyens et des budgets pour financer encore plus les contrôles. Pour le moment, les contrôles sont beaucoup urinaires. Il faut que les contrôles passent sanguins, et ainsi de suite. Ouais, parce que quand c'est urinaire, on peut voir des diurétiques. Les diurétiques sont des médicaments qui font uriner. Et donc le fait de faire d'uriner, ça enlève les traces possibles de médicaments qui aident à la performance. Ouais. Après, il y a plein de choses, évidemment, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment se méfier quand on a des énormes variations de performance d'un athlète à un autre. Alors, il peut y en avoir, évidemment.
Mais quand il commence à y avoir déjà des suspicions depuis plusieurs années et puis qu'on voit des grosses variations de performance, déjà, c'est un signe très important. Après, c'est avec qui ils s'entraînent. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a 4 points, je crois, il y avait 4 points de mise en avant que quelqu'un puisse se doper. Donc les grosses altérations de performance, avec qui il s'entraîne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des connaissances dans le domaine et qui est très expérimenté ? Du moins, on le sait plus ou moins. Est-ce que... après, il y a l'entité, l'État avec lequel il travaille. Est-ce que c'est des gens qui sont très souvent chopés positifs ? La Croatie, par exemple. Ouais, ou certains, c'était les Russes pendant les JO. Ouais, les Russes aussi pendant les JO. En ski de fond, les Russes, ils étaient chargés. D'ailleurs, Martin Fourcade a encore une médaille d'or qui vient de tomber, malheureusement, à retardement, là, parce qu'il y en a un qui s'est fait choper. Ok. Donc un Russe s'est fait choper. Ouais, sur des contrôles antidatés. Donc il recontrôle des prélèvements qui ont été faits. Wow. Donc voilà. Ok, donc on peut suspecter quelqu'un d'être dopé lorsqu'il y a une grande variation dans ses performances. Lorsque son coach ou les gens qui l'entourent sont susceptibles de faire partie de ce milieu-là. Ouais. Lorsque l'État a été un peu état criminel là-dessus, je veux dire, dans le dopage... comme tu as donné des exemples. Et le 4e, c'était quoi ? Il y a aussi l'aspect morphologique sur certains sports. L'aspect métabolique, il y a des choses qui, au niveau morphologique, une croissance extrême, très rapide musculaire n'est pas possible. Ouais. Même en mangeant du poulet tous les matins. Ouais. Même avec toutes les kilos de protéines que tu veux. Donc voilà. Bon, après, c'est des détails. Mais... merci en tout cas Stéphane pour ces précisions. Je te propose qu'on passe au jeu des questions rapides. Tu dois répondre, tu ne lis pas, hop. Tu dois répondre le plus instinctivement possible, le plus rapidement possible. Je suis nul, je suis de tension sur le truc. Colère ou paresse ? Paresse. Après, il y a de la colère. Je travaille toujours dessus. Ouais. J'ai un peu des deux. Je sens que des fois, il y a de la... Ah, ça sort. Ouais, c'est... Mais ça évolue. Chaque année, je me vois progresser. Ma chérie aussi, elle me le dit. Tant mieux. Donc la paresse. Ouais, un peu des deux. Aïda ou Simas ? Simas, mais je suis pas contre la CMAS, contre l'AIDA, c'est rien à voir, c'est une question administrative. Ouais. Je pense que l'AIDA a toutes ses lettres de noblesse dans l'encadrement, l'enseignement. Pour moi, c'est un des meilleurs cursus au monde et il faut continuer là-dedans. Ils le font très très bien et je pense que la compétition doit être organisée par une seule et même fédération. On aura plus de puissance, plus de pouvoir à long terme pour contrôler, pour avoir quelque chose de solide. Et il faut se battre parce que malheureusement, administrativement, on n'a pas le choix dans ce sens-là. Mais ça n'empêche pas que les deux font un super travail. Et, ouais. Dominique ou Tenerife ? Les deux. Oh la vache. Mais les Tenerife pour l'entraînement. Parce que l'entraînement, l'accès à la piscine, l'altitude, la variété des paysages, la nourriture, les gens, l'environnement apné. Moi, je me suis entraîné à apnée à Canaria avec Omar. C'était tellement des belles années. Donc, t'avais l'air heureux, ouais. Et puis la Dominique pour la performance, les qualités d'entraînement sont complètement dingues. La ligne est verticale, pareil, l'environnement, les gens, la nature sauvage. Je pense que la Dominique pour la performance et Tenerife pour l'entraînement. Méditerranée ou Pacifique ? Pacifique, plus Pacifique, ouais, évidemment. Après, la Méditerranée, c'est un magnifique terrain de jeu, mais c'est sûr que je préfère quand même les eaux chaudes. Lac d'Annecy ou le Blue Hole de Dahab ? Pour le kiff des plongées, évidemment le Blue Hole de Dahab. Après, pour l'entraînement, le lac d'Annecy. Le Blue Hole de Dahab ou le Dean's Blue Hole aux Bahamas ? Oula, attends. Je suis perturbé. T'as dit quoi ? Le Blue Hole de Dahab ou le Dean's Blue Hole aux Bahamas ? Pour la performance profonde, à un moment donné, c'est le Blue Hole des Bahamas. Parce que le Blue Hole de Dahab, on est limité à 90 mètres. Ouais, et puis il y a un peu moins de monde quand même. Ouais. C'est vrai. Mais c'est cher, c'est trop cher. Alors que Dahab, c'est plus accessible quand même. C'est plus accessible. Doute ou certitude ? Il y en a toujours des deux trop. Il y en a trop des deux. Il y a forcément trop de doutes et il y a trop de certitudes. J'en ai éliminé beaucoup.
avec le temps évidemment. Mais j'avais beaucoup de certitudes. À chaque fois, je les cassais chaque année. Et j'ai dit putain, mais en fait. Tu sais qu'on m'avait déjà dit ça en plus. On m'avait dit, Stéphane Toureau, tous les ans, il change tout. Ouais, bah c'est Stéphane. De toute façon, pendant un an, il est sur d'un truc et après, il change tout. Mais tu vois, Guillaume Néry, je crois qu'il était un peu pareil. Hein. Il avait beaucoup de certitudes aussi sur certains trucs, puis après, il recassait tout l'année suivante. Donc, je crois qu'on était un peu pareil. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est ce qu'on dit. Bipalme ou monopalme? Ah bah mono, hein. Oui, bah, ça se discute pas pour moi. Mensonge agréable ou vérité blessante? Vérité blessante. T'en as Mais déjà eu? putain, mais il faut le dire. Mm. Les vérités, enfin, les choses agréables qu'on me donne, oui, forcément, ça fait plaisir, mais ce qui nous construit, c'est les retours. Et j'ai trop de gens qui ne m'ont pas dit les choses et qui me les ont dit beaucoup plus tard, et ça, je le supporte pas. Ça me rend dingue. Je crois que c'est un des trucs qui me rend le plus dingue, parce que je peux pas évoluer. Et j'ai besoin que les gens me disent les choses en face. Et alors je le dis aux auditeurs, hein, si vous le faites pas et que vous gardez tout en vous, ça va pas le faire. Ouais. Faut dire les choses, quoi. Ouais, je veux qu'on me dise les choses. Avec l'art et la manière, bien entendu. Ouais, bien sûr, et je préfère qu'on me le dise parce que je suis quelqu'un qui me remet, par contre, très facilement en question et qui recherche le truc. Après, si je considère quand même que c'est pas justifié, je suis suffisamment grand pour m'en apercevoir. Avarice ou orgueil? Alors, rappelle-moi l'avarice, c'est quoi déjà? L'avarice, c'est l'avare. C'est celui qui est cupide, qui veut garder son argent, qui partage pas. Ah bah non, moi, et l'autre, c'est... L'orgueil, ça serait plus l'ego. Bah, il y a forcément un peu plus d'orgueil, des fois, oui, évidemment. Je pense que quand on est athlète de haut niveau, il y a forcément un peu d'orgueil. Il temporise. Je le temporise, mais je l'observe. C'est comme le petit diablotin. Ouais, mais c'est important d'avoir de l'ego aussi. Hein. On n'avance pas sans ego. Ouais, bien sûr. Pas... Mais je trouve que c'est une qualité d'avoir maintenant cette caméra qui m'observe et qui me dit quelques minutes après, bon là, t'es un peu dans cet état-là, mais je m'en rends compte. Donc ça, c'est cool. Luxure ou jalousie? C'est l'envie. Ouais, luxure ou envie, quoi. Bah, plutôt luxure que envie. Ouais. Comme Jean-Marc Barr. Mais je crois qu'on a pas mal de similitudes. Jean-Marc m'avait remonté le moral après une plongée blackout après les championnats de France. C'était lunaire le moment. Première fois que je le rencontre, j'étais pas presque en pleurs, mais j'étais vraiment en down. Et il y a un mec qui arrive, qui sort comme ça, et c'est Jean-Marc Barr. Et il me balance une phrase, mec. Il te dit quoi? Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il m'a dit ouais, de toute façon, c'est dans la ligne de continuité. T'auras toujours des crashs sur lesquels qui vont te permettre de progresser. Accroche-toi. Putain, mais j'avais trop besoin d'entendre ça. Et c'est Jean-Marc Barr, quoi. Le Jacques Mayol du Grand Bleu, quoi. Truc de fou. D'ailleurs, Mayol ou Mallorca? Malheureusement, Mallorca, j'ai pas assez de retours sur les deux, mais je dirais les deux. Les deux étaient complètement complémentaires et en même temps avaient leur spiritualité, leur attache. Je pense que c'était des personnalités incroyables. Pour faire ce qu'ils faisaient seuls et toute l'énergie qu'ils ont mis dans une passion comme ça, ils avaient quelque chose de... Je pense que c'est au niveau de l'âme. Ouais, c'est quelque chose de très très fort. Donc tu ne choisis pas encore. Ah là là. Ah mais là c'est dur. C'est le but. Virilité ou féminité? Alors je suis plus féminin que viril. Ouais, d'ailleurs je voulais te le dire. Ouais, ça... Ouais. Mais j'ai forcément sympa de la virilité, heureusement. C'est quelle couleur? Mais je pense que j'ai eu plus d'affinité avec ma mère qu'avec mon père. Ah, dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Okay. Donc, au niveau relationnel, je me sens plus... Ouais, il y a eu une plus forte base féminine, plus une sensibilité, une écoute, une hypersensibilité un peu plus forte. Après, ça s'est temporisé avec le temps. Il y a eu des moments où j'étais vraiment un peu plus... Mais c'est une question d'équilibre. Je pense qu'avec le temps, on s'équilibre vraiment entre les deux. Chien ou chat? On a un chat, mais j'aime bien les chiens parce qu'il y a un amour tellement net, pur. Ils sont un peu foufous, les chiens. Et les chats ont plus cette comment on appelle ça, ce charisme. Le chat a le charisme. Les chiens, eux, ont la joie et l'enfant intérieur, l'amour inconditionnel, plus. Et je pense que les deux, pareil, ils sont complémentaires. C'est difficile à dire. Comment il s'appelle ton chat? C'est à la base, c'est la minette de... C'est le chat de Marie.
et de ma chérie. Et puis maintenant, c'est notre chat. Et comment il s'appelle? Jolly. Ju? Jolly. Jolly. Ok, merci Stéphane d'avoir répondu à ce petit jeu. J'adore conclure avec des citations. Est-ce que tu as une citation que t'aimes, qui te porte? Ouais. Il y a une citation qui était déjà écrite, c'est Be Water, my friend. Be water, my friends. Ouais. Ça vient d'où ça? Sois Mon l'eau, Dieu. mon ami. Je me sens nul. C'est film, c'est musique, c'est littérature, biblique. Le plus grand champion de Kung Fu de toute l'histoire. Ah, attends, Kung Fu, ça va. Ah, mais oui, Be water, my friends. Oui. Oh, bordel, comment il s'appelle, lui? Ah, c'est horrible. Ça, c'est l'hypoxie. Hein. Ouais. Là, j'ai fait J'ai pas fait c'est la d'hypoxie, plongée moi. d'avant. On retrouvera plus Bruce tard. Lee. Bruce Lee. On va y arriver. Pardon à tous les auditeurs fans de Bruce Lee. Je pense qu'on a dû passer un sale quart d'heure. Be water, my friends. Mais oui, parce que je pensais plonger à l'intérieur de soi, c'est plonger dans l'eau. Et à partir du moment où on a compris que plonger dans l'eau, c'est plonger à l'intérieur de soi, on prend pleine responsabilité de chaque chose que l'on pense, que l'on dit. Je pense que c'est ça ma citation. C'est penser que l'eau a une vibration, elle a une mémoire, elle a une structure, et qu'on a la responsabilité d'être en adéquation avec ses pensées, ses croyances et sa parole, parce qu'on est composé d'eau. Et que tout ça s'infiltre et pénètre à l'intérieur de nos tissus. Et on est ce que l'on est par rapport à ce que l'on pense. On est ce que l'on est par rapport à ce que l'on pense. Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute de ça et de s'inspirer de l'eau qui est la chose la plus fluide, la plus adaptable. Et je pense que c'est pour ça que je fais de l'apnée. Si demain, tu gagnais 100 milliards d'euros, Ah oui, carrément. je sais ce que tu ferais avec. Mais est-ce que toi, tu sais ce que tu ferais avec? Bah oui, Bah oui, j'y ai pensé. bah oui, on y est. Annonce-le au grand public. Il n'y a même pas besoin de 100 milliards. Hein. Je pense que j'investirais, alors certes dans une école déjà, dans pouvoir m'épanouir et m'éclater dans ce que je fais à 100% sans avoir la crainte du lendemain. Mais d'investir dans, pourquoi pas, de créer la Fédération internationale d'apnée, tout simplement. Une fédération vraiment dédiée à la performance compétitive en apnée. L'IFF. Comme dans... Ouais, International Freediving Federation. Ouais, voilà, l'IFF, c'est bien. Et de regrouper tout ça. De regrouper tout ça en une seule et même fédération pour qu'on ait beaucoup moins de barrières pour développer notre propre sport. Regrouper AIDA et CIMAS En une IFF. seule fédération. Voilà. Et d'avoir cette structure-là extrêmement solide. Alors ça demande de racheter toutes les licences. Parce que c'est le nombre de licences qui fait qu'une fédération est délégataire, en grande partie. Délégataire par rapport au CIO. Donc, ouais, c'est ça. Donc ceux si qui on, sont veut, les si on JO veut prendre le pouvoir, ça serait ça. Je reprends le pouvoir. Donc attention les gars, hein, si je gagne au loto, préparez-vous, ça va bouger. Hein. Stéphane, si tu pouvais voyager dans le temps et dans l'espace, où irais-tu et à quelle époque? Et surtout pourquoi? Voyager dans l'espace, ouais. Clairement, juste de voir ce que ça fait d'être à côté d'un trou noir. De voir juste, je sais pas, ça m'a toujours fasciné. Parce que pour moi, l'univers, en fait, est juste le bras plus grand qui est à l'intérieur de nous. On est à toute échelle, que ce soit de la particule atomique micro au macro. jusqu'au macro, tout est relié et tout est réunifié. Et juste de voir le grand format, d'être à côté d'une galaxie, à côté de planètes, d'astres, de pouvoir voir ça de mes propres yeux, ce serait incroyable. Je crois que c'est le cadeau ultime. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on aborde? Ouais, je pense que le fait de ne pas essayer d'aller chercher l'information à l'extérieur, d'abord d'aller la trouver à l'intérieur de soi, par la méditation, par l'introspection, et on aura beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins d'attente du monde extérieur, et ça marche pour l'écologie, ça marche pour l'environnement, ça marche pour tout. Je pense que s'entretenir soi et prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son environnement. Parce que si on ne se prend pas soin de soi, on ne peut pas aider les autres. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas. Ça marche pour le couple, ça marche pour tout.
Et je pars du principe que si on veut participer à aider le monde, c'est d'abord de s'occuper de soi-même. Et dans l'autre sens, ça marche pas. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est le mot jalousie. C'est un mot qui apparaît rarement dans le podcast. Est-ce que toi-même, tu t'es senti en jalousie par rapport à des athlètes ou par rapport à des choses de la vie? Ah, forcément, on en a tous. Des fois, on a forcément tous un peu de jalousie. Maintenant, j'en ai conscience. Donc, quand on a conscience, ça diminue, voire ça disparaît. Des fois, je me dis, tiens, même moi, je me pose la question, est-ce que j'ai de la jalousie pour cette personne, tu vois. Donc, déjà, quand tu te poses la question, c'est que tu n'en as plus beaucoup. Je pense que quand on se pose pas la question et puis qu'on envie les gens, ouais, là, il faut peut-être travailler sur soi. Mais on en a tous. Ne pas avoir de jalousie, c'est très, 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 très rare. Il faut atteindre un niveau d'élévation personnelle incroyable. Je sais pas, la jalousie, j'ai l'impression que, ouais, il y a des gens... Non. Oui, mais ça peut être c'est des micro-détails. Ouais. Moi, je sais sur quoi je suis jaloux, tu vois. Moi, c'est plus le côté familial, tu vois, des gens qui ont des parents, qui ont des familles, ça me rend ouf. Des fois, je suis là, putain, voilà. Ils vont fêter Noël, ça me rend ouf. Ouais. Mais la jalousie, les gens qui sont en couple, les gens qui performent plus que moi, ça me touche pas du tout. Quoi. Non, mais des fois, c'est à toute petite échelle. Ouais. C'est tu sors d'une plongée, t'as fait ton truc, tu vois ton concurrent qui va un peu plus loin, tu fais « Ah, putain, j'aimerais bien pouvoir avoir ce qu'il a, tu vois, sur le moment. » Ouais. Et en fait, ça, c'est une forme, quelque part. C'est une forme légère mais de jalousie. C'est une forme légère. Ouais. Mais c'est plus esprit compétiteur. Là. Ouais, mais je pars du principe qu'il n'y a pas de noir ou blanc. Tu vois, t'as forcément un petit peu de gris dans là, forcément. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane, pour ton temps. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. C'était très agréable de te recevoir sur la Freediving Family. Et puis, tu reviendras quand tu veux. C'était un vrai plaisir. Merci. Je te laisse le mot de la fin. On l'a dit, je crois. C'est Be Water. Be Water. À plus.